bonjour. Est-ce que tout le monde, m'entend correctement et est-ce que vous voyez mon écran en partage? Vous pouvez répondre, ou une personne peut répondre dans notre, conversation. Super, merci beaucoup Philippe pour les informations. Très bien, alors on est ensemble pendant une petite demi-heure parce que le sujet est extrêmement vaste et en une demi-heure on va pouvoir survoler simplement le sujet. Le sujet de ce webinaire, c'est, effectivement de comprendre un peu comment Microsoft fonctionne pour protéger et sécuriser les données. Le le plan de ce webinaire, d'abord une petite présentation rapide de Querio que vous connaissez peut-être, mais sinon je vous fais une présentation rapide. Ensuite quelques chiffres, hein, qui sont assez édifiants. Le paradigme de Microsoft, concernant justement la sécurisation. Et pour terminer, une petite démonstration de sécurisation par rapport à Azure Active Directory. Ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès à l'enregistrement après ce webinaire. Et également, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un formulaire que vous pouvez remplir si vous le souhaitez. Ce formulaire vous permet également à l'un d'entre vous ou à l'une d'entre vous de gagner un atelier d'alignement gratuit de la part de Querio chez vous pour vous présenter un petit peu Microsoft 365. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, protéger et sécuriser vos données dans Microsoft 365. Et je vais vous présenter d'abord Querio très rapidement. Querio, c'est donc une histoire, une équipe. Nous sommes pure player Microsoft et d'ailleurs nous sommes partenaires Gold et Silver sur la collaboration, sur la Power Platform par rapport à Microsoft. Nous sommes basés à Strasbourg principalement, c'est le siège qui est à Strasbourg et également nous avons des bureaux à Paris, mais nous avons un rayonnement sur toute la France, également en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Nous sommes un groupe d'experts, hein. Moi-même, je suis architecte Microsoft 365, donc responsable de la partie collaboration et du déploiement et de l'accompagnement. Et nous avons une équipe de développeurs qui, elle, est plutôt sur toute la partie digitalisation, pardon, des processus métiers. Voilà, expert en transformation digitale depuis beaucoup d'années, hein. Certains d'entre nous ont plus de 15 ans d'expérience sur le sujet et créateur d'applications métiers légères avec reprise souvent d'applications au sein des entreprises pour conversion vers la plateforme Power. Voici une liste de nos clients, donc on chapeaute un peu tous les secteurs d'activité de nos clients, avec des grands comptes, avec des PME, des TPE, et cetera, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et nous allons commencer par quelques chiffres. Alors, ce sont des chiffres que j'ai compilés, et que j'ai résumés. Après, la littérature est extrêmement dense sur le sujet. Mais j'aime bien commencer par cette phrase, hein. Il y a 2 types d'organisations, celles qui savent qu'elles ont été piratées et celles qui ne le savent pas encore. C'est l'ancien directeur du FBI, Robert Mueller, qui a donné cette phrase. Ça, en gros, ça veut dire qu'à un moment donné, chaque entreprise dans le monde est susceptible d'être attaquée et de subir un piratage en règle plus ou moins important. Donc ça pourrait, comment dire, se limiter uniquement à l'entreprise qui est attaquée, mais on remarque très rapidement que parce qu'une entreprise est attaquée et parce que cette entreprise a des relations avec d'autres sociétés, on a des dommages collatéraux qui apparaissent.
Et ces dommages peuvent être vraiment dévastateurs, hein. Ça peut aller jusque le dépôt de bilan d'une entreprise, la faillite complète, juste parce que, un pirate s'est introduit et a volé des données confidentielles ou, a crypté, le contenu d'un ERP. Donc ça, voilà, on a eu l'exemple récemment d'attaques de ce genre-là, avec, des entreprises qui sont en énorme difficulté pour reprendre un cours normal. Également le contexte, surtout en ce moment, le contexte qui change très rapidement. La pandémie et la cyberguerre, adossée au conflit en Ukraine, ça impose aux entreprises de repenser leur stratégie de sécurité pour répondre à de nouveaux défis et de s'adapter pas en temps réel, mais de pouvoir s'adapter très rapidement aux différentes menaces. Quelques chiffres donc, en 2020, le coût économique, hein, du cybercrime était, pratiquement de 1 000 milliards de dollars. Alors c'est mondial, mais on était sur cet ordre d'idée-là. En 2025, hein, les projections, on est à, 10 fois plus, hein, 10 500 milliards de dollars, perdus à cause, de cette criminalité. Donc on n'est pas sur des choses qui sont, à petite échelle, hein, on est vraiment sur des choses qui peuvent coûter très cher, à n'importe quel pays. Et le coût moyen d'une fuite de données, donc là je parle, un peu plus juste de fuite de données, de vol de données. En moyenne, c'est 3,86 millions de dollars en 2020 et 4,24 millions de dollars en 2021. Donc c'est là qu'on se rend compte que les données possédées par une entreprise, heu, sont extrêmement importantes et ont une valeur énorme pour l'entreprise. Et pourtant, seulement 24 des professionnels en cybersécurité investissent dans des mécanismes de prévention d'attaque. Donc il y a un vrai, paradoxe sur ce chiffre. C'est quand même quelque chose qui est en train d'évoluer très rapidement, à l'inverse, hein. C'est-à-dire que vu ce qui se passe et vu le nombre d'attaques, quotidiennes sur différentes, structures, ce pourcentage est en train d'évoluer, à l'inverse. 56 des organisations n'ont pas de plan de réponse aux cyberattaques. Donc ça veut dire que là, si quelqu'un s'introduit, on ne sait pas quoi faire, tout simplement. Et parmi celles qui ont un plan, seuls 32 pensent que ce plan est efficace. Donc là, il y a une vraie inquiétude qui pointe, hein. OK, on a un plan, mais on prie pour que ça n'arrive pas et si ça arrive, on n'est pas sûr que ça tienne correctement. Et la plus grande inquiétude sur les attaques, hein, concerne l'usurpation d'identité. Alors pour 45 des professionnels, notamment parce qu'on est de plus en plus dans le cloud et on a des interactions fortes entre les systèmes d'information locaux et le cloud et les hackers, hein, essayent à tout prix de voler des identifiants pour pouvoir remonter la chaîne et le graal ultime, c'est de capter un compte d'administrateur pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Alors, les 3 statistiques qui remontent, sont que les PC sont les plus vulnérables aux attaques, hein, suivis par les smartphones et tablettes. Alors les attaques sont différentes en fonction du périphérique, mais un pirate va plutôt attaquer, essayer de rentrer par un PC plutôt que par un serveur, par exemple. Donc ensuite les smartphones et les tablettes. Le vecteur principal d'attaque par malware, là, c'est énorme, hein, c'est l'email, hein, c'est les campagnes de phishing que vous connaissez, et qui sont quotidiennes, hein. Donc 92 des attaques, heu, de malware passent par l'email. D'où une communication et une sensibilisation, qui doit être très, très importante dans les entreprises par rapport à ce point-là. Et enfin sur Android, hein, qui compose quand même, pas mal de flottes de smartphones.
Ce sont des chevaux de Troie qui sont injectés directement dans le système d'exploitation Android pour attaquer des sociétés au travers de ce vecteur-là. Alors pour ça, Microsoft a mis en place, des solutions, mais pas que, vous allez voir, hein, tout de suite, le paradigme de Microsoft, qui part du principe, hein, que je vous ai énoncé tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on va subir une attaque. On part du principe qu'il y a des failles de sécurité de toute façon dans nos systèmes d'information et que, potentiellement, un pirate peut utiliser cette faille pour s'introduire dans nos systèmes. Donc ça, c'est le paradigme de Microsoft et du coup, leurs étapes, hein, leurs points, c'est, qu'il faut d'abord prévenir. L'idée, c'est d'éviter que le risque devienne une vraie réalité dans nos systèmes d'information. Pour ça, il y a des étapes de détection, des étapes de protection périmétrique ou plus au niveau du cloud en termes d'identité. Mais voilà, la première étape, évidemment, c'est de prévenir et d'éviter que n'importe qui puisse s'introduire dans nos systèmes d'information. Passer cette étape, si quelqu'un s'introduit, la deuxième étape, c'est de détecter justement. Tout ce qui n'est pas bloqué pendant cette phase de prévention doit être détecté et le plus rapidement possible pour éviter justement que plus de dégâts ne soient faits. Donc au plus vite on intervient sur une problématique, au moins on aura d'effets collatéraux et de propagation. Donc ça, c'est une étape qui est super importante. Vraiment à penser, tous ces 4 points seront à penser dans un plan de toute façon de sécurité. Ensuite, c'est pas tout de détecter la menace, hein, il faut y répondre. Qu'est-ce qu'on utilise pour répondre à cette menace? Alors, la réponse prend 2 formes, hein. Il y a une réponse technique, évidemment. Heu, on va mettre dans nos systèmes d'information, des fonctionnalités. On va activer des fonctionnalités qui protègent et qui permettent de répondre à certains types de menaces, pardon. À côté de ça, il faut absolument, dans chaque entreprise, avoir un plan de sécurité qui décrit en détail, quel type de réponse apporter à quelle menace. Donc ça, c'est quelque chose que le RSSI, doivent avoir en tête, hein. Ça doit être, planifié, mis sur papier et testé. Et ensuite réparer. Quelles actions doivent être mises en place pour revenir à une situation normale? Ça fait également partie du plan de sécurité. On a été attaqué, on a eu, certains, certains dégâts sur notre système d'information. Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on fait pour revenir à une situation normale? Alors, j'aime bien cette, diapo parce que, et le message au centre est important à comprendre, hein. Microsoft n'est pas seulement un fournisseur d'applications sécurisées par design. Même si l'environnement Microsoft est de base, sécurisé, Microsoft, c'est également un fournisseur de solutions dédiées à la sécurité. Donc là, vous voyez, on ne va pas passer en revue toutes les briques, disponibles au travers de Microsoft, mais en gros, ils ne se contentent pas de sécuriser leurs propres applications. On peut sécuriser tout ce qui est périmétrique, tout ce qui est autour du système d'information d'une société au travers des applications Microsoft. Les axes de sécurisation, de surveillance sont sur cette diapositive-là. Donc, une des choses à faire, c'est évidemment de sécuriser les identités. Je vous disais tout à l'heure que l'usurpation d'identité est une crainte très élevée parmi les professionnels. Donc, sécuriser les identités, ça veut dire activer par exemple l'authentification multifacteur,
les accès conditionnels. Heu, Est-ce qu'on change les mots de passe en self-service, voire même passer en passwordless, hein, sans mot de passe, au travers d'une application d'authentification dédiée sur smartphone, par exemple. Il y a également des détections de situations anormales. Par exemple, là, je suis connecté depuis la France. Maintenant, si dans 5 minutes, je suis connecté depuis, le Brésil ou la Chine et cetera, on a des alertes qui peuvent remonter en disant que, c'est assez curieux comme comportement. Et également, pour sécuriser les identités, il y a, la notion d'utilisateur invité et de B2B qui est de plus en plus, courante dans les entreprises, hein. On partage des ressources d'entreprise avec des prestataires externes et cetera, et il y a des fonctionnalités, des procédures qui permettent de sécuriser au maximum l'accès de ces invités, de ces utilisateurs externes, et de leur donner les droits qu'il faut et les droits suffisants minimaux pour qu'ils puissent travailler en collaboration avec les personnes de l'entreprise. Ensuite, il y a, la sécurisation des contenus. Donc je vous disais tout à l'heure, hein, la fuite de données et le vol des données peut coûter très, très cher à une société. Donc on va sécuriser les contenus en étiquetant ces contenus. Par exemple, une étiquette de confidentialité qu'on mettrait, sur un document, n'autorise pas l'envoi de ce document, par mail ou le partage au travers de OneDrive ou de SharePoint. Également, pour sécuriser les contenus et pour pérenniser les contenus, on a la possibilité d'utiliser des politiques de rétention, des étiquettes de rétention, qui sont dédiées, au travers d'un répertoire SharePoint, voilà. Le contenu de ce répertoire ne peut pas être, supprimé pendant, 5 ans, 7 ans, 10 ans, éternellement. Voilà. Ce sont des choses qui permettent de pérenniser, les documents et qui sont intéressantes. Ensuite, on peut aller un tout petit peu plus loin en ajoutant, en posant des DRM, sur les documents. C'est-à-dire qu'un document qui est, envoyé par mail peut contenir ses propres DRM pour empêcher, par exemple, l'impression ou, la copie d'écran. Ensuite, par rapport à toutes ces mesures qu'on peut mettre en place, on a, la protection, contre la perte de données. C'est le système, hein, chez Microsoft qui va détecter que, tel document contient un numéro de sécurité sociale et que, la politique d'entreprise ne permet pas d'envoyer un mail qui contient ce genre de données, par exemple. Évidemment, la partie RGPD est importante, c'est un petit peu, satellite à la sécurité, mais, les contraintes européennes font que la partie RGPD est prise en charge, directement par Microsoft. Il y a un module pour ça dans l'administration de la conformité. Et ensuite des stratégies d'alerte, donc on est capable d'être alerté, quasi instantanément si un comportement un peu douteux, est en place ou des élévations de privilèges sur certains documents ou sur certains sites, SharePoint, par exemple. Pour ça, on peut configurer des solutions, hein, notamment au niveau du partage. On peut décider de tout partager ou de ne partager que certaines parties, d'un système d'information et cetera. La gestion des invités, également fait partie de la gouvernance, hein. Comment on gère les invités? Quels droits on leur donne? Quelle, procédure d'authentification on leur impose, par exemple? Heu Et également le paramétrage, de la synchronisation, OneDrive, hein. On est capable, de synchroniser par défaut OneDrive, sur n'importe quel PC. Évidemment, sur un PC non, professionnel ou non, corporate, on va éviter de laisser cette possibilité pour n'utiliser OneDrive que dans le navigateur, par exemple. Ensuite, il y a toute la partie sécurisée, les périphériques. Notamment parce qu'on a la problématique du cloud qui permet de se connecter à son environnement professionnel à partir de n'importe quel périphérique. Donc là, ça peut poser des problèmes et du coup, on est capable, d'identifier ces périphériques et de leur imposer certaines,
procédure d'authentification et de bloquer certains comportements à partir de périphériques qui ne seraient pas professionnels, par exemple. Et ensuite, pour sécuriser la partie mail, hein, en particulier, je vous disais, hein, 92% des malwares passent par les mails. Donc on a des fonctionnalités d'anti-spam, d'anti-phishing, d'antivirus pour le poste de travail, les liens sûrs, au niveau des mails. On a aussi la possibilité de simuler des attaques au travers de Microsoft 365. Par exemple, des attaques de phishing en interne. Et également, là, c'est une fonctionnalité euh, qui est très, très intéressante, hein, notamment pour les administrateurs de sécurité, c'est que Windows 10, par défaut, contient un bac à sable. Donc, on peut tester vraiment tout ce qu'on veut, dont les liens frauduleux, directement dans ce bac à sable, sans impacter quoi que ce soit d'externe. Alors, point important quand même, attention, hein, certaines fonctionnalités avancées du type les liens sûrs, par exemple, demandent des licences additionnelles. Donc, Azure AD Premium notamment, ou Intune, et également l'accès conditionnel demande une licence Azure AD Premium. Donc voilà. Et la prochaine étape, c'est une petite démonstration. Donc, je vais sortir de là. Là. Et je vais vous montrer quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre, qui est un accès conditionnel par rapport à l'origine géographique de la connexion. Donc pour ça, on va tout d'abord dans l'administration de Microsoft 365, puis dans Azure Active Directory. Et dans Azure Active Directory, on va aller dans la partie sécurité qui se situe tout en bas ici. Et pour faire ça, il y a 2 choses à prendre en compte, pardon. Il y a tout d'abord la création d'emplacements nommés. Alors, les emplacements nommés sont de 2 types. Soit on crée des listes par pays, soit on crée des listes par plage IP. Donc on est capable de désigner des plages IP à partir desquelles des utilisateurs pourront se connecter ou pas. Donc là, moi, j'ai mis en place une liste par pays, hein, donc où j'ai identifié certains pays qui me semblent un petit peu dangereux en termes d'accès. Donc cette liste, on la met en place et à partir de là, on va aller dans accès conditionnel et on va créer une nouvelle stratégie, hein, que j'ai créée ici, là, que j'ai appelée blocage géographique et dans laquelle on va inclure tous les utilisateurs, sauf, ça il faut faire attention, mais on pourra en rediscuter si vous nous contactez ensuite. On va exclure tous les administrateurs de cette règle, et notamment un compte qui est hyper important, qui s'appelle le compte bris de glace, qui permet, si jamais vous êtes bloqué, de quand même pouvoir accéder à Microsoft 365. Donc on inclut ou on exclut des utilisateurs. On va inclure dans cette règle en particulier, moi j'ai inclus toutes les applications cloud, hein, mais on pourrait sélectionner parmi toutes les applications. Vous voyez ici des tas d'applications cloud, pas seulement de l'Office 365. Donc là, j'ai pris toutes les applications cloud. La condition, c'est que voilà, je détecte que la connexion se fait depuis mes emplacements sélectionnés qui pointent vers la liste d'emplacements que j'ai mis en place. Alors celle-là, je ne l'ai pas activée, j'ai fait juste un rapport. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné la condition, qu'est-ce qu'on fait à partir de cette condition? Bah, c'est assez simple, hein.
Si quelqu'un essaie de se connecter à partir de cette origine géographique, je bloque l'accès. On peut accorder l'accès sous certaines conditions, hein. Par exemple, si je voulais que tous les utilisateurs qui sont en Ukraine actuellement, heu, et qui veulent se connecter, on peut exiger d'eux une authentification multifacteur, par exemple. Et là, pour cette règle-là, j'ai décidé de bloquer l'accès. Et ensuite, on met en place, on l'active ou on met en place un rapport, pour simplement mettre en place cette politique de sécurité. Donc voilà ce que je voulais vous présenter, par rapport à ça et pour rappel donc ce webinaire a été enregistré et vous aurez les accès, après coup. Vous allez recevoir donc le formulaire, puisque tout le monde n'était pas là quand je l'ai expliqué peut-être, qui vous permet de remporter un atelier d'alignement, effectué par Querio. L'atelier d'alignement consistant à vous présenter, les applications Microsoft 365 dans leur ensemble et des cas d'usage, que vous pouvez utiliser, avec ces applications-là. Ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à aller visiter notre site querio.net pour plus d'informations et n'hésitez pas également à répondre au formulaire. Ça nous aide énormément à progresser dans tout ce qu'on fait, hein. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Donc, n'hésitez pas à apporter des précisions, des critiques et ça nous permet, nous, de grandir et de vous apporter un meilleur service. Je vous souhaite un excellent appétit. Prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.